Bienvenue à tous. Rebondissement dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Saisie du dossier, la CIA-DHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une ordonnance demandant expressément à l'État béninois de surseoir à la mise en exécution de la décision rendue quelques mois plus tôt par la Cour d'exception, la très décriée CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le 18 octobre dernier, elle avait en effet condamné par contumace l'opposant politique et richissime homme d'affaires, président du patronat béninois, Sébastien Adjavon, à 20 ans de prison ferme, 5 millions d'amende avec délivrance de mandat d'arrêt international. Depuis, le président d'honneur de l'USL, l'Union sociale libérale, vit en exil. La décision semble donc tomber à pic. Mais pour autant, sonne-t-elle l'épilogue d'un feuilleton qui, depuis 2016, soit au lendemain de l'investiture de Patrice Talon, a mis à mal les relations de deux grands alliés du second tour de la présidentielle. Des aspects techniques de l'ordonnance et son corollaire au cœur de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Ce sera autour du thème demande de suspension du jugement de la CRIET dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Quelles implications? Sur ce plateau, un technicien de droit, un acteur politique. À ma gauche, maître Paul Kato Atita, technicien de droit, il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Et merci de m'avoir invité. Je suis tenté de vous demander très rapidement, avant d'aller vraiment dans le sujet, c'est quoi le sentiment qui vous anime? Vous étiez pratiquement le premier à dire, si tout il faut faire attention avec, pardon, de la juridiction d'exception. Ah oui, mais tout ce qui se passe aujourd'hui me donne raison. En face de lui, je le disais, un acteur politique, lui là non, Géraldo Gomez. Il est le secrétaire général adjoint de l'USL, l'Union sociale libérale, chargé des questions stratégiques. Géraldo Gomez, bonjour. Bonjour Joël Yetondi. Merci pour la disponibilité aussi. Merci pour l'invitation. Sachez-le, c'est toujours important pour nos téléspectateurs qui veulent savoir dans les détails, à la seconde près, ce qui se passe. On ne pourrait pas leur offrir meilleur plateau que celui-ci. Affaire 18 kg de cocaïne, estimant ses droits bafoués sur toute la ligne, Sébastien Adjavon a saisi en son temps la Cour africaine. La décision, la très attendue, est finalement indisponible. La Cour demande expressément la suspension de la décision en cours relativement à la sentence de la CRIET. Bon, maître Paul Kato Atita, un dénouement qui semble ressembler à un retour à la case de départ, disent certains hommes de droit. Mais pour le citoyen lambda, cette décision, comment doit-on la résumer? Alors, cette décision, d'abord le contenu de la décision. Le contenu de la décision est simple, très simple. Et je peux vous dire que, à la limite, c'était prévisible. Et c'était prévisible, ce contenu, ce qui est arrivé. D'abord, le contenu pour nos téléspectateurs, et ensuite, vous me direz en quoi c'était prévisible, oui. Alors, le contenu est le suivant. Pour l'instant, le jugement de Porto Novo de la CRIET, la Cour africaine des droits de l'homme dit, vous suspendez son exécution. C'est-à-dire, toutes les mesures que vous avez prises à l'encontre de M. Adjavon Sébastien, je vous demande de ne mettre aucune de ces mesures à exécution. Aucune? Aucune. Que ce soit la condamnation, que ce soit le mandat d'arrêt, quelles que soient les mesures contenues dans la décision, pour l'instant, mettez-les tous sous veilleuse. Et la Cour dit, vous les mettrez sous veilleuse jusqu'à ce que je me prononce sur le dossier dont je suis saisi dans cette affaire par ce monsieur contre l'État béninois. Et la Cour continue de dire, l'ordre que je vous donne de mettre cette décision sous veilleuse ne préjudicie en rien, ne préjuge en rien de ce que va être ma décision finale. Mais je vous demande de mettre toutes vos décisions-là sous veilleuse et de m'attendre. Alors, le contenu. Mais un contenu qui, pour vous, était prévisible. Pourquoi? C'était prévisible. Prévisible parce que
Vous voyez, je ne me rappelle plus du moment, de l'époque, où le requérant Sébastien Adjavon a saisi cette cour-là, et les deux parties, c'est-à-dire notre pays, l'État, le Bénin, etc., sont allés plaider à Arusha. Je ne me rappelle plus du mois ni de l'année. C'était en février 2017 la saisine et la plaidoirie a eu lieu le 9 mai 2018. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. Donc, ils sont tous allés à Arusha et ils ont plaidé, ils ont fait les débats et ils ont déposé des écritures. Mais n'oubliez pas que donc en février 2017, le requérant Sébastien Adjavon, dans sa requête, en dénonçant, parce que c'est cela, en dénonçant la persécution dont il est victime dans son pays, le Bénin, de la part de l'État du Bénin, a énuméré un certain nombre de griefs, de faits. Vous voudrez bien rappeler à nos téléspectateurs. Il doit, pour ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il doit avoir parlé de cette affaire de 18 kg. Il en a parlé. Il a parlé de jugements intervenus en sa faveur, jugement de relax. Il a parlé de ce pourvoi, de, comment ça s'appelle, de ces plaintes contre X, mais auxquelles on fait blocage pour que ça n'évolue pas. Ça, sur les réseaux sociaux, c'est sorti. Il a parlé des souffrances que connaissent ces entreprises. La radio Soleil FM, dont il est promoteur, le SICA, TV SICA, dont il est promoteur. Il a parlé de harcèlement fiscal dont il est victime. Il a décrit tout un fait. Mais il a rappelé, parce que là, c'est sorti dans la requête des réseaux sociaux, et cela est important, que homme d'affaires, il est devenu homme politique. Il est allé aux élections présidentielles. Il est sorti 3e aux élections présidentielles. Il s'est fait allier au chef de l'État du Bénin actuel pour aller combattre un autre candidat. Et en tant qu'alliés, ils ont gagné les élections présidentielles. Mais 2 mois après, les rapports entre les deux se sont détériorés et il est devenu un homme à abattre et malheureusement un opposant politique. Alors, toutes ces grandes lignes figurent dans la requête. Mais il conclut en disant, dans le contexte dans lequel je me trouve dans mon pays, je demande la protection de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est bien la protection de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il l'a dit, c'est ça. Sur les réseaux, c'est sorti. Ça s'est donné en comté? Ah oui. Mais lorsque vous aviez fini de plaider sur tous ces points devant un juge, un collège de juges ou un juge unique, peu importe, vous quittez ce juge. Et vous venez dans votre pays, vous engagez sur la voie de continuer, c'est-à-dire que de poser un acte, de poser un acte qui porte sur un des points dont ce juge est saisi. L'affaire des 8 kg est en étude devant la Cour africaine des droits de l'homme. Ah, alors, on devrait plus saisir une autre juridiction? Absolument pas, absolument pas. Et vous mais venez c'est une ici... juridiction d'exception. Ah non, 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 et vous venez ici... Vous soustrayez à cette juridiction-là, lui soustrait un élément sur lequel vous avez plaidé, vous avez tout fait devant lui, et sur lequel lui est en train de réfléchir pour délibérer, parce que lui doit motiver sa décision. N'est-ce pas une vue alambiquée du dossier? Lui doit motiver sa décision. Vous venez postérieurement, et pendant qu'il n'a pas encore rendu sa décision, créer, aggraver la situation, c'est-à-dire que créer une situation nouvelle dans la continuité qui ne fait que renforcer les griefs du requérant qui sont en examen. À savoir, envoyer le dossier à la criette, refuser à ses avocats de prendre la parole, le condamner alors qu'il dit « j'ai été déjà relaxé en première instance, il n'a pas eu appel contre moi, il n'a rien eu, j'ai mon attestation de non-appel, ma décision est définitive. Pourtant, vous le condamnez à nouveau à 20 ans ferme, interdiction à ses avocats de parler, vous décernez mandat d'arrêt contre lui. Mais tout ça, c'est déjà dans le dossier de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour estime que pendant que j'examine ces faits, vous permettez d'empiéter sur ma compétence. Mais et la compétence vous continuez d'empiéter sur ma compétence. À partir de ce moment-là, je vous intime l'ordre d'arrêter et de me permettre de travailler.
Et tout juge l'aurait fait, même au plan national. Hein. Au plan national, est-ce que vous soumettez un contentieux à un juge, même dans ce Cotonou, et que vous quittez la salle d'audience, et que vous allez continuer à développer sur le terrain des actes qui portent sur les faits matériels dont le juge est saisi, et que votre adversaire vient dire à ce juge à l'audience de 15 jours ou un mois pour dire « Monsieur le Président, quand nous avions quitté ici la dernière fois, vous savez que Jean a continué par construire sur le terrain. Vous savez que Jean est venu encore faire ci, faire ça. » Le juge dit « Mais écoutez, monsieur Jean, c'est vrai que vous aviez fait ça. Vous étiez ici là un mois, non? Vous savez que cette affaire est dans mes mains, non? Mais pourquoi vous avez fait des choses comme ça? » Ça irrite le juge. Le juge se fâche et il prend des mesures. Et vous allez remarquer que l'ordonnance dans l'affaire de la Cour africaine a été prise à l'unanimité des juges. Oui, il n'a pas eu une voix discordante. C'est un principe de tout magistrat. Tout magistrat qui est saisi d'un dossier et qui constate que les parties savent qu'il est saisi, se sont présentés à lui, ont eu des débats avec lui et le quittent pour aller poser des actes dans la continuité de manière à perturber sa saisine. C'est ignorer sa présence, c'est lui manquer de respect, c'est à la limite l'outrager. Maître Katoatita, s'il vous plaît, une question que les téléspectateurs à l'annonce de cette émission nous a envoyée, je vous la pose, il veut savoir, avec cette décision, où est-ce qu'on met la question de la souveraineté de l'État béninois? La question de souveraineté n'existe pas lorsqu'il est... D'abord, il faut que l'expliquer, parce que j'ai entendu dire les juges souverains. Non. Sur deux plans, hein. Ça n'existe pas sur deux plans. Premièrement, lorsqu'il s'agit du droit international des droits de l'homme, ça je le reprécise, c'est ma formation. Hein. Et quand je reviens dessus toutes les fois, c'est parce que j'ai été formé dans ça. En dehors de ma carrière d'avocat. J'ai été formé dans ça. J'ai une formation, j'ai un diplôme de ça. Tout à fait. Et je dis une chose. Pratiqué, vécu. Et je l'ai pratiqué au niveau de certaines juridictions internationales également. Oui. Je dis, lorsqu'il s'agit de ça, il n'y a pas question de souveraineté. Ça fait non. Les droits de l'homme sont sortis depuis 1945 de la tutelle de la souveraineté nationale pour se retrouver sous la tutelle du droit international des droits de l'homme. Ça, il n'a pas de doute. Si quelqu'un ne connaît pas ça, donc vraiment, il n'a qu'à retourner au manuel. Ça, c'est clair. La souveraineté internationale en matière de droits de l'homme a atteint le cœur des États. Et aucun État ne peut résister en matière de protection, de promotion, de protection, de sauvegarde des droits de l'homme à la souveraineté internationale du droit international des droits de l'homme. Voilà. S'il le fait, il va engager sa responsabilité étatique au plan international. Merci pour la clarification. Voilà. Oui, avec votre mission, je vais retourner vers l'acteur politique à dessein. Le dossier est purement beaucoup plus technique et ça doit avoir d'autres répercussions. C'est à raison nous parlons du corollaire, sinon des aspects y à faire. Alors, Géraldo Gomez, l'annonce faite, rendue publique le vendredi soir, tout le monde a fait pied de grue, on a tendu les oreilles, ça a été silence plat un peu partout. Dites-nous, comment cette décision a-t-elle été accueillie au niveau de l'Union sociale libérale? Merci beaucoup. Cette décision a été très bien accueillie, vous vous en doutez, au niveau de l'Union sociale libérale. Très bien accueilli par le président d'honneur Sébastien Diabon lui-même, très bien accueilli par sa famille biologique, mais aussi sa famille politique, parce que c'est une décision que nous attendions depuis le mois d'octobre, mais que nous savions assez bien emmanché, vu comment le dossier lui-même a été plaidé. Donc nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie, avec beaucoup de satisfaction. Et je voudrais juste préciser que ce dossier, pour nous, est d'abord politique, avant d'être technique. Expliquez-vous. Mais parce que c'est un dossier qui consiste plutôt à écarter un opposant politique qu'autre chose. Rien que ça. Rien que ça. C'est ceci qui nous amène dans cet imbroglio auquel la décision... On a cru comprendre qu'il s'agit d'un dossier contre l'infraction. Vous précisez officiellement. Oui. Je veux bien l'entendre, c'est ce qui est dit officiellement. Mais dans la réalité des faits, il s'agit d'écarter un acteur politique. Et en tant que politique, c'est comme ça que nous l'analysons et que nous voyons tout le déroulement, tous les actes juridiques qui sont pris
au-delà de cette décision d'écarter quelqu'un, et qui empiète tous les droits, la représentativité, l'honorabilité d'un État, les droits d'un citoyen, d'un homme. Il est important de resituer un peu la chronologie des faits pour que vous en aperceviez. Maître Atita l'a rappelé tout à l'heure. 4 novembre 2016, il y a une décision de justice. Dans l'affaire qui s'est révélée 28 octobre 2016, on retrouve un produit illicite, dit-on, dans un conteneur destiné à l'une des sociétés de Sébastien Adjavon. La justice béninoise a relaxé les 4 prévenus, dont 2 au bénéfice du doute. Aucun appel, ni en première instance, ni au niveau de la cour d'appel. Si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui qu'il y a eu un appel, dites-lui que c'est un faux, et on est prêt à le démontrer. Il n'y a pas eu d'appel. Et donc, fort de cela, le président Adjavon a enclenché 2 procédures. Une au niveau national, une plainte contre X, pour savoir qui a déposé ce produit, qui a violé les scellés de son conteneur. Donc ça, c'est la justice béninoise qui devrait s'en occuper. Et on doit vous dire qu'une décision, une victoire était intervenue, là aussi, sur ce dossier, puisque après plusieurs tentatives d'entraver juste l'instruction de ce dossier par un juge d'instruction ici au Bénin, nous sommes déjà allés jusqu'au niveau de la cassation et que la Cour suprême a donné raison au juge enquêteur d'ouvrir son enquête. C'était déjà une victoire sur laquelle nous n'avons pas trop communiqué, mais il y a ce travail, cette veille pour faire respecter les principes de droit déjà au niveau national. Malgré cette décision de la Cour suprême, le juge d'instruction n'a toujours pas évolué dans son travail. On sait pourquoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est politique. Puisque ceux qui ont fait opposition à cette ouverture d'enquête, ce sont le procureur de la République et le procureur général placé sous la responsabilité du ministre de la Justice. Deuxième action ouverte par le président... Vous ne croyez pas à l'indépendance ? On va y revenir. Je suis sûr que j'y crois autant que vous. Deuxième action ouverte par le président Adjavon, c'est au niveau international. Et Maître Atita l'a retracé très bien. C'était en février 2017. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie parce que le président Sébastien Adjavon a estimé que ses droits les plus élémentaires n'ont pas été respectés dans cette affaire. La garantie de représentation qu'il offrait, dont on a fait fi pour le garder à vue pendant 8 jours, les sociétés qui sont malmenées, que ce soit les sociétés manutentionnaires ou de presse ou autres, le harcèlement fiscal qui s'est rajouté, ainsi de suite, jusqu'à la criette, où des écritures ont été échangées entre ses avocats et l'État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme a appelé l'affaire en séance publique à Arusha le 9 mai 2018. Tous vos téléspectateurs peuvent encore consulter ces vidéos-là sur Internet, sur YouTube. La plaidoirie était en séance publique. Nous avons entendu les moyens de chacun. 9 mai 2018. Et vous vous rendez compte que c'est le 2 juillet 2018, c'est-à-dire à peu près 2 mois après cette audience publique, qu'au Bénin, on a voté la loi qui crée la criette. Vous pensez que c'est lié ? Je pense que c'est lié. Je pense même, vous m'excusez, mais ça c'est une interprétation, ça vaut ce que ça vaut, mais la décision de la Cour africaine me laisse penser que ce n'est pas une interprétation aussi fantaisiste que cela. Il m'a semblé que les avocats de l'État, ayant plaidé le 9 mai devant la Cour africaine, ont compris qu'ils sont passés à côté de leur sujet. Et donc, il fallait une séance de rattrapage au niveau national pour essayer de forcer les traits. Permettez-moi de me retenir rapidement vers le technicien de droit. Mais est-ce que ce n'est pas un néophyte, et que Gerardo Gomez m'excuse, qui fait cette lecture de la plaidoirie des avocats qui connaissent leur métier? C'est de ça ils vivent. Est-ce que ce qu'on a suivi, tout le monde l'a suivi, et on peut encore revisiter ces vidéos, tel il l'a annoncé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut se permettre de dire que les avocats, ce jour-là, sont passés à côté de leur suivi? Et donc, on a voulu anticiper, faire un rattrapage maison. Non, disons que je n'ai pas suivi les plaidoiries. J'ignorais même qu'il avait une procédure à Arusha. Oh, c'est ça. Je l'ai toujours dit. J'ai surpris l'information comme ça sur les réseaux sociaux. Là, je dis, ah bon, il a une telle chose. Pas suivi. Et même si j'ai suivi, vous reconnaîtrez avec moi
que je ne peux pas apprécier Oui, les oui, plaidoiries de mes confrères. c'est vrai. J'ai le devoir de solidarité. L'eau ne se mange pas entre eux, dit-on. Oui. Solidarité, je ne peux pas apprécier ça. Mais en dehors de ce cadre, j'ai toujours pensé que la loi sur la criette a été une loi conçue pour des objectifs précis. Ah Et bon? ces objectifs, M. Adjabon n'échappait pas à ces objectifs. Vous apportez de l'eau au moulin de l'homme Sur un autre politique. plan, par rapport à ce qui s'est passé à Rouja, sur un autre plan, ça je l'ai toujours dit, Oui. ça avait des objectifs. Et M. Adjabon n'était pas en dehors de cet objectif. Ce n'est pas une loi faite. Non, les personnes que cette loi devrait atteindre étaient connues à l'avance. Sérieux. Voilà. Vous allez faire froid, donner froid au taux, là. Oui, vous continuez votre Merci bien. démonstration. Donc, le 2 mois après les plaidoiries à Arusha, la loi portant création de la criette a été votée. Et c'est fin août que cette criette a été installée. Et il se disait que la décision, le délibéré de la Cour africaine des droits de l'homme interviendrait courant mois octobre. Et on a pensé, les informations avaient circulé, qu'une action engagée au Bénin pouvait faire retarder cette action, ce délibéré de la Cour africaine. Il est important d'avoir la chronologie des faits pour pouvoir comprendre, quand nous disons que c'est une affaire politique, que ça l'est. Je ne reviendrai pas sur les aspects juridiques évoqués par Maître Atita tout à l'heure. Il est important quand même de préciser que cette ordonnance donnée par la Cour africaine des droits de l'homme a réellement été prise à l'unanimité. Rajouter un élément qu'il y a une ordonnance de suivi qui a été prise aussi dans la décision, Tout à fait. qui est d'accorder 15 jours à l'État béninois afin de dresser un rapport prouvant qu'il a pris les dispositions nécessaires à l'exécution de la mise en sursis de la condamnation, des condamnations évoquées à l'encontre de Sébastien Adjabon et des co-prévenus. Il tombe bien que ce soit aujourd'hui qu'on parle de ces questions, puisque aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de l'homme, Tout à fait. le 10 décembre, 70 ans que la déclaration universelle a été faite, jour pour jour. Je dois simplement remarquer que ce week-end qui a suivi l'information concernant cette décision de la Cour africaine, il y a eu une forte activité politique. Des partis qui sont nés, des conseils nationaux. Le ministre de la Justice aussi a eu une adresse à faire au peuple béninois à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais que c'est seulement les partis d'opposition et certaines organisations internationales en charge des droits de l'homme qui ont salué cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Aucune formation politique se réclamant de la mouvance, même pas le ministre, dans son adresse au peuple béninois, n'a évoqué cet outil que la Cour africaine des droits de l'homme offre au Bénin pour pouvoir faire respecter davantage les droits de l'homme au Bénin. Le silence sur le sujet, pour vous, a un sens? Le silence est très parlant. Il n'est pas normal. N'est-ce pas pour dire que c'est déjà un acquis? C'est un acquis pour tous les Béninois, Ok. pour tous les Africains. Cela importe à chaque formation politique qui devait apprécier la chose en l'état et non pas de façon partisane. Ça transcende tout le monde. Le silence est évocateur. Ça, c'est la première chose première leçon qu'il faut tirer et attirer l'attention de chacun, toujours dans la même ligne que c'est une affaire politique. Deuxième chose, on a là posé la question de la crédibilité de l'État. Oui. Tout le monde se pose la question et vous aviez commencé à évoquer avec Maître Kato Atita tout à l'heure. Qu'est-ce qui adviendrait si l'État n'exécutait, ne s'exécutait pas, ainsi de suite. Chacun y va de son analyse juridique. Je laisserai le volet juridique, mais nous avons une question de responsabilité, de crédibilité à l'international. Déjà, l'affaire en elle-même, l'affaire des 18 kilos de cocaïne découverte dans notre port, qui peut laisser penser qu'on peut s'arranger de telles choses au sein de notre port autonome, qui discrédite notre port autonome. Une décision acquise pour un citoyen qui est remise en cause à travers la création acrobatique d'une juridiction pour pouvoir ramener l'affaire devant une juridiction, cela décrédibilise notre pays.
Et si maintenant une décision vient de la Cour africaine des droits de l'homme et que nous ne nous exécutons pas, c'est que nous sommes en train de renoncer à tous nos engagements internationaux et cela ne peut que porter préjudice à notre pays. Il faut savoir que cette décision est acquise. C'est une victoire pour Sébastien Adjavon et ses salariés qui sont impliqués dans cette affaire. Elle est acquise et si nous continuons à nous entêter, à aller dans le même sens qui est tracé, c'est le pays qui va payer. Et il faudrait que chaque citoyen se rende compte que ça va coûter cher à l'État si on continue de laisser les acteurs politiques se comporter de telle sorte et faire fi de toute décision de justice. Maître Paul Kato-Atita, oui, la décision est tombée. Qu'adviendrait-il dans les jours à venir? Quelles sont les marges de manœuvre de l'État béninois face à une décision comme celle-là? Une seule voie empruntée ou 1001? Je dois d'abord dire que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose qui me semble anormal autour du chef de l'État. Autour du chef. Et quoi donc? Parce que on aurait pu éviter cette situation-là à notre pays. C'était pas bien On pour aurait pu l'État de se éviter, présenter on aurait devant pu éviter à notre la pays Cour africaine? si on avait fait une analyse approfondie de la relation entre la procédure devant la Cour africaine et l'intention de conduire ce dossier devant la CRIET. On aurait pu se rendre compte qu'il y a une ramification entre les deux, entre la procédure existante devant la Cour africaine et la procédure nouvelle que l'on veut initier devant la Cour de répression des infractions économiques, et que l'une aura nécessairement d'influence sur l'autre et ça va entraîner la réaction d'une juridiction par rapport à l'autre. C'était si évident? C'est ainsi évident. Mais si vous êtes spécialiste de la matière, c'est évident. Si vous êtes connaisseur de la matière, c'est évident. Vous ne pouvez pas, ça, je l'ai dit au début, vous ne pouvez pas concevoir en tant que une juridiction pénale qui va connaître d'une infraction dont le volet droits humains est devant une juridiction des droits humains. Vous dites spécialiste de la matière. Ah, de la ça veut dire matière. que, parlant du droit humain, il y a des subtilités qui Il a des qu'on ne retrouve pas subtilités. forcément. Il a des subtilités. Il a des subtilités. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, la juridiction pénale, en réalité, n'est que le prolongement de la juridiction des droits de l'homme. Et la juridiction des droits de l'homme étant au sommet de toutes les juridictions pénales. Vous rendez le juge pénal qui rend une décision au pénal, rend sa décision sous le contrôle indirect du juge des droits de l'homme, qui lui saisit a posteriori, d'une manière peut-être pas frontale, mais indirecte, peut mettre sa décision en néant. Et c'est ce qui s'est passé. Le juge, c'est ce qui s'est passé avec la Cour africaine. Et on ne peut pas dissocier les deux juridictions. Ces deux juridictions, donc toute condamnation au pénal implique toujours un problème de droits de l'homme. Bon. Toute procédure au pénal est toujours en lien avec une question de droits de l'homme. Mais la juridiction des droits de l'homme, elle est là. Et lorsqu'elle veut intervenir et exercer son contrôle, elle met à néant ce que vous faites au pénal. Des détails qui ont peut-être échappé à vos confrères. Si donc dans l'analyse du contexte au niveau de la présidence, tous ces aspects avaient été abordés, on aurait pu dire, ce dossier, ne l'amenons pas du tout même à la CRIET, ne le jugeons même pas du tout à la CRIET. Attendons la décision de la Cour africaine. C'est déjà fait. L'acteur politique vous dira que non, ce ne sont pas forcément des détails qui échappent, puisqu'il a fait cette démonstration tout à l'heure. Il y avait un objectif politique qui primait sur les aspects techniques. En tout cas, on y est déjà, c'est devant la CRIET. La Cour africaine a rendu sa décision. Qu'adviendra-t-il dans les jours à venir? Le Bénin doit faire un choix. Alors là encore, je suis un peu perplexe. Parce que je ne sais pas, il faudrait qu'on m'excuse. Oui. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui demande de trop à ses juristes en disant c'est ce que je veux. Quoi qu'il en soit, faites-le moi. Je tiens à ça ou à rien. Ou ce sont ces juristes qui ne lui apportent pas l'éclairage suffisant, nécessaire, pour qu'il appréhende tout dans ses compartiments. Je ne sais où se situe le problème. Parce que la question qui se pose là où nous en sommes maintenant, c'est de faire un choix. Est-ce que vous exécutez la décision ou vous n'exécutez pas? Moi, je dirais simplement en tant qu'un professionnel de la science scientifique, que personne ne lui conseille de ne pas exécuter cette décision. Que personne
ne lui conseille qu'il ne suive personne qui lui dirait braver cette décision. Même les acteurs Alors, politiques. parce que la Cour peut aller loin. Ah, il a d'accord à donner 15 jours. Oui. Au terme des 15 jours, vous ne pouvez pas imaginer ce que sera leur décision lorsqu'ils vont constater une défaillance. La Cour peut aller, la Cour peut aller loin et constater un outrage. La Cour peut aller loin et constater un outrage. Et je n'ai pas fini. Allez-y. N'oublions pas que cette charte africaine fait partie intégrante de notre Constitution. Ah oui, ah oui. Oui. Ce n'est pas une disposition étrangère au Bénin, c'est une disposition constitutionnelle au Bénin. La charte africaine a plusieurs volets par rapport au Bénin. Ça a un volet de traité. Ça a un volet de constitution au Bénin. Même la Cour constitutionnelle du Bénin ne peut pas aller contre cette décision. Elle ne peut que prendre acte de cette décision. Même la Cour constitutionnelle. Ah oui, parce que c'est sa constitution, c'est elle qui garantit ça. C'est de sa constitution. L'organe fêtière qu'est la juridiction est un instrument de cette charte. Alors, ben, qui est intégré, dont cette Cour est gardienne. Et si pas extraordinaire. Attendez. Ah oui, ok, Je dis qu'il ne suit personne parce que le pouvoir, il est toujours temporel. Et dans certains cas, les responsabilités ne sont pas étatiques. Il y a des responsabilités personnelles. Et lorsqu'on voit les acteurs en présence, les préjudices à venir, on voit certains éléments de la chose. Mais lorsque vous vous permettez de braver des décisions d'une certaine nature, imaginez-vous quand vous n'êtes plus là. La gestion des conséquences de ça. Vous disiez troisièmement? La gestion des conséquences de ça. Aujourd'hui, il a un Parlement qui lui est fidèle. Il n'est pas sûr que ce Parlement lui soit fidèle tout le temps. Aujourd'hui, il a une Cour constitutionnelle qui lui est fidèle. Il n'est pas évident qu'il ait toujours une Cour constitutionnelle qui lui est fidèle tout le temps. Mais en bravant des décisions de certaines natures, en se mettant en position d'outrage par rapport à certaines juridictions, les faits sont têtus et vont demeurer. Et vous pouvez être surpris un jour qu'une Assemblée nationale se saisisse de ça, constater une violation des traités internationaux, constater une violation manifeste de la Constitution, constater l'outrage à une juridiction à laquelle nous sommes partis. La Cour africaine n'est pas seulement une juridiction continentale, mais nationale par notre adhésion à la charte et l'intégration de cette charte-là dans notre Constitution. Alors donc, moi je dis, il faut éviter à notre pays, à ses dirigeants, des ennuis inutiles, présents ou à venir. Notre pays est un pays de paix, de paix. Nos dirigeants ont toujours exercé dans la quiétude de son parti, on souhaite la paix, construisons la paix, que cette décision soit exécutée. C'est provisoire, dit la Cour. C'est le temps que je puisse rendre ma décision sur le fond. Qu'on lui laisse le temps de rendre sa décision sur le fond. Qu'on lui laisse le temps de rendre sa décision sur le front, Geraldo Gomez, alors le chargé des questions stratégiques au niveau de l'USL, entrevoit, j'imagine, toujours la veillée autour de la poursuite de ce dossier. C'est cela où, avec les militants, il sera question de définir encore d'autres voies qui concourent à la mise en application des recommandations d'une telle ordonnance. Non, les deux. La veille, mais alors, aussi le travail sur le terrain avec les militants, qui est un travail purement politique. Nous sommes dans une phase où nous préparons des élections législatives. Cela se poursuit, cela ne perturbe en rien notre travail sur le terrain dans la marche vers les législatives. Comme je le disais tout à l'heure, ça c'est une victoire qui vient et qui est acquise définitivement. Que personne n'imagine que la Cour reviendrait sur cette décision. Elle est donnée une fois pour toutes. En cas de violation de mon serment, que la loi me soit appliquée, c'est bien le serment que le président de la République, tout président de la République, prête au moment de son installation. Et là, le maître Katoatita l'a rappelé à l'instant, la charte africaine des droits de l'homme fait partie intégrante de notre Constitution. Braver une décision d'une cour qui est issue de cette charte, c'est braver notre Constitution, c'est s'exposer au parjure que n'importe qui peut constater à tout moment, pour peu que la situation ou la configuration politique le permette. Donc que chacun prenne ses responsabilités, que chacun endosse ses responsabilités pour sauvegarder l'honorabilité de notre pays. Ce pays nous appartient tous. Ce que nous avons manqué de faire sur le plan national, si les traités auxquels nous avons librement adhéré nous permettent de corriger
corrigeons ce qu'il y a lieu de corriger et avançons. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, 10 décembre, ça reste une date très importante dans l'histoire de toute nation qui se veut respectueuse des droits humains. Maître Paul Katoa-Tita, le Bénin démocratique, effectue chaque jour que Dieu fait un pas sûrement, même si ça trébuche quelquefois, sur cette voie-là. Aujourd'hui, à l'heure d'un jour bilan, quel est le regard que vous portez sur des acquis en termes de droits humains? Au Bénin, Oui. il n'y a pas de pays au monde où tout est parfait dans la promotion, dans la protection des droits de l'homme. À la date d'aujourd'hui, il faut être sincère pour reconnaître que le régime de la rupture, il faut espérer qu'il fasse beaucoup d'améliorations. Beaucoup. Oui, beaucoup Vous ne dites pas d'améliorations. d'amélioration, mais vous dites Beaucoup beaucoup. d'améliorations. Et les régimes qui sont passés, les conquérants passés, ne sont pas non plus sans reproche. Il y a toujours des reproches. Mais ce n'est pas parce que par le passé il a eu des reproches qu'il faut encourager des reproches de ce qui, dans le présent, pose problème. Et ce qui est forcément dérangeant aujourd'hui et qui est frappant, c'est cette manière de vouloir embrigader certaines personnes, sinon des gens, et qui laissent penser à une époque révolutionnaire. Je pense que nous n'avons pas besoin de ça. Il faut laisser plus la liberté de parole, laisser plus la liberté dans les actes des hommes, mais éviter surtout d'instrumentaliser la justice contre les hommes politiques. Vous êtes sincère avec Oui, le mot que vous ça sortez, dit, Paul oui, Katoa-Tita? contre les Vous hommes avez vécu politiques. la période révolutionnaire, vous J'ai avez connu. l'impression Oui, de revivre et cette il y a période? beaucoup d'aspects qui semblent revenir. Et laisser les hommes politiques se mouvoir, ne pas orienter la justice derrière, où tout le temps tu as une vision dissidente, tu as un dossier. Tu peux avoir des dossiers que le gouvernement peut voir et fermer les yeux dessus, ne pas demander à la justice de se mettre, de faire ci, de faire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la justice soit un facteur de brutalisation. Ça donne plus cette impression-là. Et je pense que il faut que les gouvernants d'aujourd'hui et de demain aient en esprit qu'il a eu la révolution sous Kérékou. Kérékou est devenu démocrate et essaie de faire un peu comme Kérékou le démocrate. Essaie de faire un peu comme Kérékou le démocrate qui, après avoir été révolutionnaire, un dictateur, a évolué quand même à une grande proportion dans la liberté pour son peuple, dans la compréhension des réalités sociologiques de son peuple, et qui a géré, a dirigé pendant 10 ans encore démocrate. Et je crois que c'était quand même acceptable. Parole du technicien de droit, ben nous allons recueillir la réaction de l'acteur politique. Et si le technicien de droit parlait ici, je ne sais pas si le regard est aussi le vôtre. Il demande à ce que l'acteur politique d'aujourd'hui ou le dirigeant d'aujourd'hui sache raison garder, mais aussi le dirigeant de demain, tous interpellés. Tout à fait, la base est la même. Il n'y a de situation parfaite nulle part. Et même les vieilles démocraties que nous reconnaissons enfreignent encore sur les questions de droits de l'homme par moment. Quand cela intervient dans la gestion quotidienne des affaires, j'allais dire c'est normal, non, c'est pas le terme exact, mais ça peut arriver. Donc il n'y a pas de situation parfaite partout. Et ce qui est important, c'est d'apprécier l'évolution de chaque pays en interne. D'où nous partons et où sommes-nous aujourd'hui. Et j'estime qu'aujourd'hui, nous avons marqué un recul par rapport à notre situation d'avant avec le régime de la rupture. Et c'est là où je dois insister. Ce n'est pas en me comparant à d'autres pays, mais en comparant notre histoire, l'évolution de notre histoire suivant les régimes. Nous observons de vrais reculs aujourd'hui. Et je crois comprendre que je vais retirer plutôt de l'expression de Maître Katoa-Tita beaucoup d'efforts. C'est cela en fait. À défaut de faire des efforts supplémentaires, qu'on ne dégrade pas ce que nous avons hérité du passé. Nous sommes à un niveau où, au moment où la rupture s'installait, nous avons connu des manifestations publiques qui étaient interdites aussi. Nous avons connu
des périodes où les syndicats étaient très en colère, très en verve contre le pouvoir en place. Mais nous le savions parce qu'ils arrivaient à s'exprimer, parce qu'ils arrivaient à le dire, parce que la justice pouvait encore se mettre sur ses deux pieds et par moments dire oui, c'est ce qui est le droit. Et je me souviens même, le président de la République actuel, en débat entre les deux tours face au candidat Lionel Zinsou, qui rendait hommage à la justice et disait que c'était encore la seule institution qui permettait au Bénin de restaurer le droit. J'aimerais que cela continue, que les hommes de justice soient libres de dire le droit et rien que le droit, qu'ils n'aient pas peur de représailles politiques parce que le Conseil supérieur de la magistrature est dominé par l'exécutif, qu'ils n'aient pas peur de prendre des dossiers parce qu'ils ne savent pas si en disant la justice, le droit, ils vont être tranquilles pour eux-mêmes, pour leur famille ou pour leur évolution. C'est cela qu'on souhaite. Parler des droits de l'homme le jour de la journée internationale des droits de l'homme, c'est espérer que la justice, qui est garante, qui doit rappeler de temps en temps lorsque les droits sont bafoués, qui doit rétablir chacun dans ses droits, puisse fonctionner. Et c'est un appel aux populations pour le volet politique dont vous parlez. En nous inspirant de cette action devant la Cour africaine des droits de l'homme, il faut que chaque citoyen sache et appréhende tous les niveaux de droits auxquels il peut faire appel. Bien entouré, bien assisté, qu'on puisse faire respecter nos droits, tant au niveau national qu'au niveau international, pour que nous ayons intégré des traités ou des protocoles ou des chartes qui nous permettent de défendre nos droits à tous les niveaux. Niveau syndical, niveau des affaires, niveau politique, ainsi de suite. Nous avons des moyens à notre disposition. Il faut que nous fassions respecter le droit au Bénin. Graduellement, l'année 2018 s'achève avec sans nul doute d'autres engagements à prendre pour l'année à venir. Alors, Maître Paul Kato Atita, pour le parcours qui est le vôtre, la connaissance de ces dossiers qui ont tant secoué la République, vous, grandes attentes pour ce qui s'annonce désormais pour ce Bénin qui va vivre un moment très intense en 2019? Je pense que la première des choses, c'est de libéraliser la justice. Première des choses. Permettre à tout juge béninois d'exercer son office en toute indépendance, sans crainte de quoi que ce soit. Sans crainte de quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est de sécuriser les Béninois par rapport à leur opinion, leur droit d'expression. La troisième chose, c'est de faire en sorte que, s'agissant de la politique, cette politique de lutte contre la corruption, etc., qu'elle soit globale et non sélective. Et par rapport à ça, la cinquième chose est très importante, ramener au pays nos frères et sœurs qui ont été contraints de s'exiler quelque part. S'exiler quelque part parce que c'est cela également. Nous avons dit non à tout ça à la conférence nationale. Aucun Béninois ne doit être contraint à l'exil. Mais aujourd'hui, nous avons près d'une trentaine contraints de quitter le pays, de se retrouver quelque part, la plupart à Paris. Ça ne donne pas une bonne impression. Et au moment où nous fêtons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça ne fait pas bien. Il faut que les gens œuvrent à ça, mettent fin à ça. Ce sont nos frères, nos sœurs, ce sont nos parents. Il faut qu'ils reviennent au pays en toute sécurité, en toute tranquillité. Mais si rien de ça n'est fait, on ne peut que continuer à... C'est-à-dire, je ne comprends pas comment nous pouvons évoluer dans une ambiance pareille. Il faut vraiment que nos dirigeants œuvrent à faire venir ceux-là. Merci, à les faire venir. Paul Kato Atita, ça va être votre mot de la fin. C'est leur pays, tous. Au pays pour bâtir un Bénin où il fait bon vivre pour tous. Oui, Géraldo Gomez, si vous avez à vous projeter dans ce Bénin de 2019, et ça va être votre mot de la fin. Oui, c'est un Bénin où, pour ne donner qu'une seule mission, que le Conseil supérieur de la magistrature retrouve ses lustres et donne la possibilité aux hommes de droit de travailler en toute sérénité, et que cette décision qui est issue de la Cour africaine des droits de l'homme soit exécutée, et que par conséquent ceux qui étaient concernés puissent être libres de leur mouvement et puissent rentrer sans anicroche. Juste insister enfin sur un aspect important de la décision de la Cour africaine, qui a noté dans ses motivations de sa décision, qui a noté la contradiction frontale qui est entre l'article 19 de la loi portant création de la CRIET
et le Code de procédure pénale du Bénin, et qui a montré que en l'État béninois a le droit d'exécuter la décision de la criette, alors même que la loi portant création de la criette évoquait une possibilité de cassation, que c'était en réalité une fausse cassation, et que donc laisser le droit en l'État au Bénin, c'est laisser la possibilité à l'État d'exécuter une décision qui sera irréversible, qui aura des préjudices irréversibles pour un citoyen, et que c'est fort de cela qu'elle prend la décision de demander à l'État béninois de surseoir. Donc il nous appartient désormais d'anticiper et de vite réviser nos dispositions législatives. Merci à vous, Géraldo Gomez. Merci également à vous, Maître Paul Catois Titache, et téléspectateurs. On va s'en arrêter là. Demain, un autre jour, d'autres plateaux sur le sujet. Pourquoi pas, on pourra se retrouver sur Fausse Compagnie, tout en ayant une petite pensée pour Confucius à travers cette citation. Notre plus grande gloire d'un point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Bon courage à vous, quoi qu'il arrive, de jamais perdre espoir. Demain, un autre jour, pour des faire bienheureux. Merci pour l'attention donc.